L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Feu! Feu! Au Congo, de Tshisekedi. Monsieur Franck Diongo, la parole est à vous. Merci beaucoup, maître, pour la parole. Avec le respect que nous avons à notre peuple, je vais demander à l'auguste assemblée que nous puissions observer une minute de silence en faveur de tous les Congolais et les Congolaises qui sont morts, et pour la démocratie, et pour l'indépendance, et tous ceux qui sont morts, qui sont en train de mourir à cause des guerres qui sont dans notre pays. S'il vous plaît. Je vous remercie. Je commencerai par vous remercier le fait que vous avez sacrifié votre temps pour partager ce matin avec nous ce petit mot. Vous savez que les Congo, il y a 64 ans, nous avons une autre indépendance. Dans la lutte, dans les combats. Dans 2 semaines, donc dans 15-18 jours, dans des semaines donc, dans 12 jours, nous aurons à commémorer le 30 juin. Malheureusement, la volonté de perdre l'indépendance, c'est d'avoir un pays où il y a la liberté, il y a la démocratie, où il y a le progrès, il y a le développement. Malheureusement, nous allons commémorer cet anniversaire de 64 ans sous un régime de dictature où la population, le peuple congolais est réprimé et opprimé. Par qui? Par Chilombo, le fils de celui qui nous a enseigné la démocratie. Je cite Étienne Tshisekedi de Mulumba. Ce régime de dictature est caractérisé par quoi? Et quelle est la nature de ce régime? C'est un régime de terreur, un régime corrupteur, un régime séducteur. Le terreur d'une dictature sanguinaire est caractérisé également par le tribalisme, l'égoïsme d'État, le népotisme, la violation massive des droits de l'homme. Et vous trouverez là également l'arrestation arbitraire des opposants politiques, de journalistes, tels que vous voyez le cas de Mike Mukeba qui est en prison. Le mouvement citoyen, vous allez voir, grâce à Senga, où on utilise même la milice de l'UDPS pour terroriser la population. Les cas de Tatiana Osango. Vous avez vu dernièrement avant-hier, la milice privée de Chilombo est partie saccager le bureau de la police à Kimbaseke. Nous nous approchons du jour au jour, comme en Haïti. Donc ils instrumentalisent aussi, ce régime instrumentalise aussi, bien entendu, la justice, l'armée et les services de sécurité. Voilà, d'une manière sommaire, les caractéristiques de ce régime. Et après cela, le Congo maintenant
à quel état de lieu sommaire? Le peuple congolais, qui me suit ce soir, ou qui me suit ce matin, connaît et reconnaît que nous sommes dans une crise de légitimité de pouvoir. Parce que le Congo traverse une crise sévère. Légitimité de pouvoir, crise sécuritaire, crise sociale, crise économique, crise humanitaire. Je commence par la crise de légitimité de pouvoir. Vous savez que depuis la mort de Lumumba, à ce jour, il n'y a jamais eu un régime légitime. C'est-à-dire, au Congo, nous avons une crise politique due à le caractère illégitime des animateurs et des institutions. Les dernières élections que nous avons eues en 2023, le pouvoir organisateur des élections, qui est la CENI, a été une CENI tribale qui avait tout fait en faveur de Tshilombo et ses complices. Les élections qui ont été organisées, mais c'était la fraude massive en faveur de Tshilombo et ses complices. Qu'est-ce qu'on appelle la fraude électorale? La fraude électorale, c'est une organisation, c'est un mécanisme de vol de voix en faveur des X ou Y. Donc, dans les cas congolais, la fraude électorale, c'était un mécanisme de vol de voix en faveur de M. Tshilombo et ses complices. Et lorsqu'on organise le vol de voix à travers cette opération, de sorte que on proclame les bénéficiaires de cette opération de vol vainqueurs par tricherie. C'est cela la fraude électorale. C'est comme ça que vous trouverez, à travers ce braquage électoral, cette fraude électorale, la CENI tribale de Tshilombo va proclamer les résultats injustifiés, octroyant un résultat non mérité à M. Tshilombo et ses complices, tel que dans un pays à 450 tribus, 26 candidats à l'élection présidentielle, Tshilombo aura 73%. Jamais vu dans notre pays. Il va s'arroger également sur 500 députés dans notre pays. Nous avons 450 tribus, plus de 500 partis politiques, mais ce Tshilombo a eu plus de 470 députés. C'est la première fois de l'histoire du pays. Il s'est arrogé tous les 26 gouverneurs. Le sénateur, sur 108 sénateurs, mais ce Tshilombo s'est arrogé plus de 100 sénateurs. Voilà les gens des démocraties octroyés à résidence surveillée. Et cette CENI donc a bien entendu gaspillé 1,3 milliard de dollars. On n'a jamais organisé l'élection chère comme ça. Et voilà le résultat. Bien qu'ils ont gaspillé de l'argent, 1,3 milliard de dollars, bien qu'il y ait des fraudes massives dont vous aussi vous avez été témoin, aucun organisme n'a enquêté sur ces irrégularités. Ni les commanditeurs de cette opération de vol de voix, ni les exécutants, ni les bénéficiaires. Personne n'est sanctionné. Voilà à quoi ressemble la République démocratique du Congo dans le processus électoral. Vous avez compris tout cela que M. Tshilombo a trahi les combats de peur de l'indépendance et de peur de la démocratie. De peur de la démocratie qui est son propre père biologique. Le peur de l'indépendance qui est Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire. Au niveau électoral de la démocratie, quand vous analysez Tshilombo, c'est pratiquement une abomination. C'est l'incarnation même du mal congolais, de la misère, de la souffrance de notre peuple. Je m'en vais vous démontrer, ça c'est la crise sur le plan de légitimité de pouvoir. Donc toutes les institutions sont illégitimes.
que la volonté du peuple telle qu'exprimée au cours des élections n'a pas été respectée. Donc, les instituts ne traduisent pas la volonté du peuple telle qu'exprimée dans les urnes. Je m'en vais à la crise sécuritaire. Vous savez que le Congo traverse également une crise sécuritaire sans précédent. D'abord, la nature de la crise sécuritaire au Congo. Il faut comprendre que la crise sécuritaire, le Congo a une crise cyclique. Ça veut dire que ça s'éteint et ça revient. Et cette crise sécuritaire a bien entendu l'aspect géopolitique, géostratégique et géoéconomique. Également, dans la crise sécuritaire, il y a l'aspect décomposition de l'État et de la sécurité. Pour être sommaire, vous savez qu'aujourd'hui, il y a les groupes armés. L'insécurité généralisée. On a plus de 100 groupes armés, plus de 200 groupes armés dans notre pays aujourd'hui. La population est abandonnée à elle-même, bien que nous avons 720 millions de dollars dans l'armée affectée à la défense. Mais l'armée congolaise est mal équipée, mal encadrée, mal organisée, mal payée. Pourquoi? Suite à la mauvaise politique de défense de Tshilombo, où les postes essentiels sont octroyés en la tribu de M. Tshilombo, et ça démobilise les autres militaires des autres provinces. Donc les facteurs clés de réussite ne sont pas réunis. À tel point qu'aujourd'hui, l'insécurité est généralisée jusque dans d'autres provinces. Au-delà de la Grande Orientale, les Grands Kivu, et jusqu'aujourd'hui, vous avez vu que ça traverse même à Kinshasa, où l'avènement, vous avez des Koulounes à Kinshasa. Vous avez dans les Bandundu, il y a des groupes armés encore, ce qu'on appelle il y a un nouveau groupe armé là qui est dans les Bandundu. L'absence d'une politique efficace, adéquate, adaptée à nos réalités, empêche à ce que le Congo soit sécurisé. Donc, M. Tshilombo est incapable de sécuriser le Congo et protéger nos frontières. La donne géostratégique, le fait que la guerre coûte 1 million de dollars par jour, ce sont des multinationales qui financent les groupes armés. La donne géopolitique, sur le fait qu'il y a des militaires des armées régulières de pays voisins qui sont impliqués dans la crise. Vous avez les groupes locaux et les groupes étrangers. Voilà un peu sur le plan de la crise sécuritaire. La crise sociale et économique, et je vais arriver à la conclusion. Sur le plan social et économique, vous trouverez en annexe, en fait, les indicateurs socio-économiques avec l'annexe de sources de chiffres. Vous savez que le Congo a, en 2023, l'évaluation de la population, c'était à 98 millions de dollars. Ah, pardon, 98 millions d'habitants. À ce jour, donc, on a dépassé 100 millions. Pour 100 millions, si je prends le budget de cette année, ils ont dit 18 milliards chaque année. D'abord, c'est un budget atypique par rapport à la réalité. Tout simplement, vous prenez en 2022, 2023, vous prenez le PIB qui était à 69 milliards de dollars, vous prenez 100 millions, vous divisez par 5% qui est bien entendu le coefficient, vous trouvez le budget à 13 milliards. C'est un budget atypique. Alors, si vous prenez même l'hypothèse de 18 milliards, parce que 5% c'est la pression fiscale. C'est-à-dire vous prenez 69 milliards, divisé par 5% de pression fiscale, vous trouvez 13 milliards. D'où viennent les 18 milliards? Pour avoir 18 milliards, il faut avoir le PIB de 90 milliards. Ils n'ont pas changé la pression fiscale.
Vous montrez comment on trompe la population congolaise. Prenons par hypothèse pas l'absurdité que c'est 19 milliards. Pardon, 18 milliards. Vous prenez 18 milliards, vous divisez par 100 millions. Donc chaque Congolais a $180 par an. C'est ça le budget de la République. Et dans les $180, vous avez les institutions de la République prennent les 3/4 du budget. Parce qu'en réalité, la population n'a qu'un quart. C'est-à-dire, sur $180, les institutions politiques vont prendre $135 et la population prendra $45. Et c'est dans les $45 qu'on doit payer les salaires, dans les $45 qu'on doit construire les hôpitaux, qu'on doit construire les écoles et tout ce qui concerne le pays. Vous comprenez, le budget n'existe pas. Quand je m'en vais, par exemple, par rapport à la dette, deuxième étape de chiffre, c'est la dette. Tshilombo, lorsqu'il arrive au pouvoir, en 2019, il a trouvé que Kabila a laissé 3 milliards de dettes. J'aurais souhaité que les Congolais qui me suivent prêtent attention à cela. Aujourd'hui, le pays a plus de 10 milliards de dettes à 5 ans. C'est-à-dire que Tshilombo a pris plus de 7 milliards de dettes à 5 ans. Pendant que le maréchal Mobutu, à 32 ans, nous a laissé 14 milliards de dettes. Il a construit les barrages d'Inga, le palais du peuple et tout ça. Les ouvrages qu'on a fait. Les 7 milliards que Tshilombo s'est endetté, que nous allons payer, est parti où? C'est la question qu'il faut poser aux Congolais. Est-ce que les Congolais connaissent que le monsieur, l'abomination, notre traître national, qui amène le pays dans la destruction, où est-ce qu'il amène l'argent? Essayons d'observer, est-ce que l'argent va dans les sociales ou dans l'économie? Vous trouverez que le taux de pauvreté est de 74,6%. Donc l'argent n'est pas investi pour réduire la pauvreté. Et le taux de chômage est de 80 à 84%. Donc l'argent n'est pas investi pour réduire le chômage. L'indice de développement humain, on observe, est-ce qu'il y a dans l'indice de développement humain, on voit là-bas, s'il vous plaît, c'est 0,481. C'est-à-dire, nous sommes parmi le pays le plus faible dans l'indice de développement humain. Observons maintenant la corruption. C'est là qu'on va découvrir où va l'argent. L'indice de corruption, un record de 20%. Le Congo est parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 4 pays les plus pauvres de la planète. En termes de pauvreté, pour comprendre. C'est-à-dire, vous prenez sur 6 personnes en Afrique subsaharienne, sur 6 personnes, une personne d'extrême pauvreté vit au Congo. Alors, où part l'argent? Et les 7 milliards, il les a menés où? C'est dans les luttes, c'est dans les voyages, c'est dans les détournements, c'est dans la corruption. Et vous, les Occidentaux, vous êtes témoins. Parce qu'il achète les maisons ici. Il les garde dans vos banques, et en Chine, et à Dubaï. Donc l'argent qu'ils ont volé au peuple congolais, ils achètent des maisons dans le pays de l'Europe, dans le pays de l'Asie. Et ils investissent dans des prête-noms. Voilà la situation. Vu dans cet angle-là, le pays n'a rien à attendre de M. Tshilombo. C'est le désespoir total. Et pendant que j'étais convalescent ici, j'ai reçu beaucoup de Congolais. Le chef religieux, les journalistes, les intellectuels, la population qui m'appelle de Kinshasa. Franck Diongo, vous devez faire quelque chose. Ça ne marche pas au pays. Donc, M. Tshilombo a un désaveu massif maintenant dans notre pays. Un désaveu total. Pendant que il trône dans les institutions illégitimes, le peuple est en train de croupir dans la misère, dans la souffrance, dans l'indifférence totale.
Même l'embouteillage dans la ville de Kinshasa, Tshilombo est incapable. Est-ce que saviez-vous que le Congo est le plus grand barrage de l'Afrique? Barrage d'Inga. Le taux de desserte en électricité de la population, c'est combien? 9%. C'est-à-dire, 91% de gens n'ont pas vu l'ampoule comme ça. 91% de gens n'ont pas vu l'ampoule. Donc l'argent n'est pas parti dans l'électricité. Quand vous partez dans l'eau, est-ce qu'il a investi pour que les gens aient accès à l'eau potable? Il n'y a que 35% de Congolais qui accèdent à l'eau potable. Donc vous allez comprendre tout simplement que l'argent est volé au pays pour, comme les autres les appellent, des frappeurs, pour investir ailleurs. Alors que faire donc par rapport à ce tableau et ce constat malheureux? Par rapport à ce tableau et ce constat malheureux, nous n'avons qu'une seule solution. D'abord par rapport à l'opposition. Par rapport à l'opposition, M. Tshilombo, comme il vient de l'opposition, c'est un parti qui vient de l'opposition, parce que l'actuel gouvernant de son parti, c'est pas ce que Papa Tshisekedi a laissé. Alors, il a créé sa milice qui terrorise les gens. Par rapport à cette milice qui terrorise les gens, appelée Force du Progrès de l'UDPS, c'est une milice officielle qui est payée par le ministère de l'Intérieur. On ne les arrête pas. Aucun chef de l'État ne peut les arrêter. Donc, il a paralysé l'opposition politique. Il a paralysé la société civile. Parce qu'avec Tshilombo, où tu te retrouves au cimetière, comme Shirbe Okende, où tu te retrouves en exil, où tu te retrouves en prison, voilà les caractéristiques de Tshilombo dans son régime de terreur. Et par rapport à cela, j'ai deux messages. Premier message, c'est au peuple congolais. Donc j'appelle à la mobilisation générale du peuple congolais dans sa totalité, dans sa globalité, dans son intégralité. De sanctionner les traîtres nationaux. Parce qu'il a choisi la voie de la destruction, la voie de la trahison. Il doit être sanctionné. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Cette sanction, c'est de le faire dégager de toute urgence. De le faire dégager de toute urgence, et lui et ses complices. Et pour ce faire, il faut créer la cohérence nationale pour obtenir une cohésion nationale dans cette lutte-là. Parce qu'il est question de notre avenir, de notre destin, de l'avenir de nos enfants. Le pays n'appartient pas à Tshilombo et à sa famille. Parce qu'il est question de notre destin, notre avenir, notre espoir, notre vie et la vie de nos enfants. Pour l'opposition, j'appelle à l'opposition de nous pardonner par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé, de nous tolérer, de nous accepter, de nous rassembler et de nous unir. Pour bloquer et contrer cette richesse nationale, de sorte que nous puissions ramener le pays dans la démocratie, reconstruire notre pays et devenir propriétaire de notre destin et orienter notre destin. Et là, cet appel à sanctionner les traîtres nationaux qui incarnent le mal, la misère et la souffrance, passera par une conférence de patriotes. Donc j'appelle donc à cette conférence des patriotes pour nous permettre de nous organiser et contrer ces traîtres nationaux. À la Belgique,
La Belgique, c'est un pays qui, géographiquement, les gens l'appellent le petit pays. Mais la Belgique est une grande nation. La Belgique est un pays fondateur ou cofondateur de l'Union européenne. La Belgique est le siège de l'OTAN. Bruxelles est capitale de l'OTAN, siège de l'OTAN, de l'Union européenne. Donc c'est une grande nation sur le plan culturel, économique et politique et diplomatique. Donc la Belgique a l'expertise sur le Congo. Il n'y a aucun pays au monde qui connaît le Congo plus que la Belgique. Nous avons besoin d'une grande et bonne réconciliation entre le Congo, le peuple du Congo et le peuple de la Belgique. Et nous avons besoin de l'expertise de la Belgique pour contrer, assister le peuple congolais dans ces combats. Nous invitons la Belgique à garder la ligne des valeurs de ceux qui nous ont enseigné la démocratie, la transparence électorale, le respect de la Constitution. Les valeurs auxquelles la Belgique nous a enseigné. Nous invitons la Belgique à rester et à garder cette ligne de valeurs qui nous ont enseigné. La Belgique ne peut pas être à l'aise d'avoir laissé le Congo à cet état-là. C'est grâce à la Belgique que le Congo est le plus grand pays francophone. Aujourd'hui, quand vous allez même dans les domaines des affaires, mais dans le climat des affaires, c'est dégénéré. Pouvoir d'achat faible, croissance faible, corruption, incertitude sur les échéances politiques. Donc, il n'y a aucun investisseur qui va accepter d'aller investir dans les conditions actuelles au Congo. Voilà un peu à quoi ressemble la République et les voies que nous avons essayé de proposer. Je crois que c'est difficile d'exposer le Congo à quelques minutes. Je crois que Maître Merega, j'ai été beaucoup plus long. Excusez-moi, s'il y a des questions, on pourra répondre et je vous remercie. Merci, M. Franck Diongo. Donc, pour rappel, M. Diongo m'a consulté comme avocat lors de son arrivée ici en Belgique. Il a dû fuir le Congo en décembre dernier. Au lendemain des élections, un mandat de comparution faisait présager, donc il lui a été signifié, faisait présager une nouvelle arrestation, une nouvelle détention, et M. Diongo a quitté le pays. Il m'a consulté comme avocat ici à Bruxelles, et il me demande aujourd'hui de vous exposer les deux volets de son dossier. D'abord, c'est sa reconnaissance comme réfugié par la Belgique, par les autorités indépendantes du Commissariat général aux réfugiés en Belgique, qui lui reconnaît la qualité de réfugié sur base de la Convention de Genève. Et puis le deuxième point, c'est la plainte pénale contre les plus hautes autorités du Congo que nous avons introduite au nom de M. Diongo. J'y reviendrai donc en deuxième point. D'abord, pour cette reconnaissance de la qualité de réfugié, M. Diongo, qui est revenu sur le contexte électoral qu'a connu le Congo, a été éliminé politiquement. C'était une planification d'une mort politique où il n'a pas été élu aux dernières élections où il était candidat pour le Parlement, pour l'Assemblée. M. Diongo, qui n'a jamais perdu une élection à Kinshasa, n'a pas été élu et son parti n'a aucun élu. On voit qu'en amont des élections, il y a vraiment eu une planification de mort politique en tentant d'exproprier son parti, en tentant de l'expulser de son propre parti, en tentant même de dédoubler son parti pour l'empêcher de participer utilement aux élections. Et le déroulement des élections, je ne dois pas l'expliquer devant vous, non seulement de la manière chaotique, mais avec un résultat tout à fait invraisemblable qui, de manière très surprenante, a été accepté par la communauté internationale, en tête la Belgique. Mais on sait que le fait de ne pas être élu, alors qu'on a toujours été élu, le fait d'être victime d'une planification, d'une mort politique, ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un est reconnu réfugié en Belgique. Parce que c'est le jeu politique, et plus jeu que politique dans ce cas-ci, et surtout de stratégie politique de quelqu'un qui s'est arrogé le pouvoir, le président Tshisekedi, dont il faut quand même rappeler qu'il n'a jamais gagné une élection,
et certainement pas la dernière. Et donc, ça ne suffit pas pour être reconnu réfugié sur base de la Convention de Genève. Si M. Diongo a été reconnu réfugié par la Belgique, c'est parce qu'il a démontré de manière assez simple et de manière assez directe qu'en cas de retour au Congo, sa sécurité, sa liberté, voire sa vie, étaient en danger. Ce sont ça les critères d'analyse du commissaire général aux réfugiés en Belgique pour reconnaître le statut de réfugié à une personne qui fuit son pays. Et c'est un message extrêmement important. Un message extrêmement important tant pour la communauté internationale que pour les autorités du Congo. Voilà un des principaux opposants, candidat aux dernières élections présidentielles, qui participe à la vie politique depuis toujours, qui a connu des détentions sous les 4 derniers présidents, qui a dû fuir le pays et qui est reconnu réfugié. Et les éléments qui l'ont amené à fuir le pays sont les éléments qui sont à la base du deuxième volet que je vais vous expliquer. C'est la plainte pénale que nous avons déposée. Plainte pénale que nous avons déposée contre les plus hautes autorités congolaises dont on observe depuis plusieurs mois que la dérive autoritaire du président Tshisekedi et de son entourage qu'on a connu en amont des élections s'est petit à petit transformée en brutalité dictatoriale qui vise directement, de manière non dissimulée, les opposants dont on veut se débarrasser, qu'ils soient opposants politiques, qu'ils soient défenseurs des droits humains. Et il se fait que la Belgique peut, sur base des lois de compétences universelles, dans certains cas, poursuivre des personnes qui commettent des crimes à l'étranger. Et c'est clairement le cas avec le général-major Christian Daiwel, qui est le directeur général des renseignements militaires, l'ex-DENIAP, et je pèse mes mots parce que je sais qu'aux renseignements militaires, ils suivent la conférence de presse en ligne, et donc, voilà, ce volet-ci les concerne, donc ils vont bien écouter. C'est que, sur base des faits, des persécutions, des crimes qu'a subi Franck Diongo, nous avons déposé une plainte auprès des autorités judiciaires belges qui visent directement le général-major Christian Daiwel. Pourquoi? Mais en fait, parce que le général-major Christian Daiwel est belge. On l'a déjà dit précédemment, il a gardé sa nationalité belge. Le registre national en Belgique le mentionne comme belge. Il a beau contester le fait qu'il est belge, nous avons la preuve qu'il est belge. Il oublie que la constitution congolaise prévoit que la nationalité congolaise est exclusive. Ça veut dire que si une personne de nationalité congolaise acquiert une autre nationalité, il perd la nationalité congolaise et il a son autre nationalité. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes dans l'entourage du président Tshisekedi, mais ce qui est le cas en particulier du général-major Ndaiwel, qui a été placé à la tête des renseignements militaires il y a 1 an et demi, plus ou moins, par le président Tshisekedi lui-même. Et sous le général-major Ndaiwel, l'ex-DENIAP est devenu une machine au service du pouvoir, une machine à arrêter, une machine à détenir au secret, une machine à torturer, voire une machine à tuer. Et on pense évidemment à l'honorable Chérubin Okende quand on parle de machine à tuer. Quand on parle de détention, d'arrestation, on pense évidemment à M. Diongo, j'y reviendrai, mais on peut penser aussi à Jean-Jacques Wondo, arrêté dans le cadre du vrai-faux coup d'État du 19 mai dernier. Je ne sais pas s'il faut dire vrai-faux ou faux-vrai, mais en tout cas, toute la lumière n'a pas été faite sur ces événements-là, et une personne est arrêtée à tort, arbitrairement, et elle s'appelle Jean-Jacques Wondo. C'est l'appareil d'État, l'appareil répressif d'État qui est à la base de ça. Alors, M. Franck Diongo a été arrêté le 20 juin 2023, après s'être rendu à la cérémonie de deuil pour le docteur Kabamba, figure historique de l'UDPS, proche de Franck Diongo, où il a croisé le président Tshisekedi venu également, et qui a signé le billet de son arrestation à la sortie de ce deuil. Sur le chemin du retour, Franck Diongo
et son entourage ont été interpellés très violemment. Il a été enlevé, il n'y a pas d'autre mot, en plein Kinshasa, brutalement, et il a été conduit à la police et puis directement à l'ex-DEMIAP, au renseignement militaire. Et c'est là que son calvaire va commencer. Il est détenu au secret, sans contact avec ses proches, sans pouvoir voir ses avocats, où il est détenu pendant 20 jours à l'ex-DEMIAP. Cette détention, elle s'accompagne de faits de torture. Dans la plainte que nous avons déposée auprès des autorités judiciaires belges, nous détaillons ces faits de torture innommables, et j'insiste sur le mot, innommables, commis dans les sous-sols des renseignements militaires sous les ordres du général-major Ndaiwel. Ces faits de torture d'un homme respectable, opposant politique, âgé de 60 ans, qui a consacré sa vie à la construction du Congo et au travail politique d'opposition, qui avait déjà connu des détentions, comme je l'ai dit, sous les 3 présidents précédents. Et la détention qu'il a connue sous le président actuel est la plus terrible de toutes ces détentions subies. Et c'est l'œuvre d'un homme qui travaille pour le président, à savoir le général-major Christian Ndaiwel. Il a fait l'objet, et la plainte vise également, des faits d'empoisonnement. On lui a injecté des produits dans le corps sans qu'il sache de quels produits il s'agissait. On l'a également privé de sommeil. Un truc assez basique qui montre à la fois la cruauté et l'amateurisme de ces personnes. Je vous donne un exemple. Chaque soir, à la tombée de la nuit, on le gavait de boissons énergisantes, je ne vais pas la nommer pour ne pas faire de la publicité, pour éviter qu'il dorme pendant la nuit. Et on sait que la privation de sommeil est un élément de torture, est un moyen de torture. Je vous épargne ici, mais la plainte pénale revient en détail sur les faits de torture physique subis par M. Diongo. La plainte vise également l'enlèvement, l'arrestation arbitraire, la détention arbitraire pendant ces 20 jours de calvaire à l'ex-DEMIAP avant d'être transféré à la prison militaire de Ndolo, où il n'a pas et où il n'a plus subi de mauvais traitements avant d'être libéré pour raison de santé après 26 jours de détention. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs plaintes contre le général-major Ndaiwel. La justice belge est compétente. Il y a la famille de l'honorable Chérubin Okende qui a également saisi les juridictions belges d'une plainte pénale parce que, à part le président de la Cour de cassation et le président Tshisekedi, je pense qu'il n'y a personne qui croit à la version présentée par le président de la Cour de cassation au mois de février, le 29 février si mes souvenirs sont bons, où il évoque les conclusions de l'enquête qui concluent au suicide de Chérubin Okende, alors que ce même président de la Cour de cassation, au lendemain de la découverte du corps de Chérubin Okende, évoquait les tueurs, les meurtriers de Chérubin Okende, que l'enquête était en cours et qu'ils allaient rechercher les auteurs de ce crime ignoble. On sait aujourd'hui qu'il y a la guerre des services de renseignement entre l'ANR et la DEMIAP. Visiblement, l'ex-DEMIAP ne recule devant rien et tente de prendre le dessus dans cette guerre des services de renseignement. Mais cette guerre de services de renseignement fait en sorte que des éléments sont connus et sont disponibles pour la justice belge pour pouvoir faire son travail d'enquête et de poursuite pour les responsables des crimes commis, notamment par un Belge, le général-major Ndaiwel, à l'étranger. Et on sait que dans la construction et la reconstruction d'un pays, eh bien, le chemin de la justice est important. Et les crimes commis par les autorités politiques et militaires du Congo doivent être poursuivis et doivent être jugés pour que justice puisse être rendue aux victimes de ce régime. Et Franck Diongo est clairement aujourd'hui une victime de l'appareil répressif congolais aux mains du président Tshisekedi. Et il a toute confiance,
et il met son dossier entre les mains de la justice belge pour que, après lui avoir reconnu le statut de réfugié, après lui avoir donné la protection, les autorités belges puissent également lui rendre justice. Et il espère pouvoir, comme beaucoup de réfugiés reconnus, il espère pouvoir très rapidement rentrer au Congo pour participer à la construction d'un Congo libre et démocratique. Mais c'est clair que ce n'est pas aujourd'hui, et vraisemblablement pas pour demain, mais peut-être pour après-demain. Merci beaucoup. Alors, je propose de passer aux questions. Les personnes qui sont présentes dans la salle, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, bonjour, Hubert Leclerc, La Libre Belgique. Vous avez parlé du fait que M. Diongo a reçu le statut de réfugié politique en Belgique. Est-ce que vous avez parlé tout au début aussi du fait que c'était une décision un peu politique? Est-ce que ça veut dire que les affaires étrangères cautionnent cette décision et que quand on voit la manière dont les relations sont tissées entre la Belgique et le Congo, cela risque d'avoir un impact? Merci, excellente question. Alors effectivement, il est reconnu réfugié, et clairement pour des motifs politiques, mais surtout des traitements qu'il a subis. La décision du commissaire général objectivise ces éléments de persécution des autorités congolaises. Ce n'est pas pour ça que la reconnaissance elle est politique, parce que le commissaire général et le commissaire général aux réfugiés, c'est un organe indépendant. Mais par contre, il y a une conséquence politique de cette reconnaissance de la qualité de réfugié qui va avoir son impact pour les relations diplomatiques de la Belgique avec le Congo. Parce qu'on va se retrouver face à une situation impossible où notre diplomatie fait le grand écart. Parce que d'un côté, on a le gouvernement belge, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, qui a applaudi, félicité l'élection, et je mets le mot élection entre guillemets, du président Tshisekedi, et qui apporte son plein soutien au gouvernement congolais. Et d'un autre côté, on a le commissaire général aux réfugiés, qui reconnaît la qualité de réfugié à un des principaux opposants politiques participant aux dernières élections présidentielles, parce que, en cas de retour, il craint pour sa sécurité, sa liberté, voire sa vie. Et donc, la diplomatie belge ne peut pas ignorer cet état de fait. La diplomatie belge, elle doit en tirer les enseignements, et nous attendons, effectivement, que la ministre des Affaires étrangères prenne acte de cela et prenne position en interpellant son homologue congolais en disant « Qu'est-ce qui se passe dans votre pays ?» Parce que souvent, la répression des États, elle ne se traduit pas vers les leaders. C'est plutôt les militants de base qui n'ont pas la notoriété, qui n'ont pas la protection de la notoriété. Et c'est pour ça que j'ai parlé de brutalité dictatoriale, parce qu'on voit que même le chef de file d'un mouvement politique connu, reconnu, opposant historique, compagnon de route de Étienne Tshisekedi, ce qui explique peut-être une partie de ses problèmes avec le fils aujourd'hui, parce que Franck Diongo est peut-être la preuve vivante de la trahison du président Tshisekedi par rapport aux idéaux de son père. Et cet élément-là doit être pris en compte par le gouvernement belge, la diplomatie belge, dans ses relations avec le Congo, pour qu'il soit mis fin à la répression dont sont victimes les opposants politiques et où le jeu politique est complètement cadenassé, confisqué, véritable hold-up électoral par l'équipe du président Tshisekedi. Et donc c'est effectivement un élément politique majeur dont la diplomatie belge doit tenir compte, et même plus que tenir compte, doit intégrer dans ses relations avec le Congo. Je vais me permettre de poser une deuxième question. Ça concerne la précédente plainte que vous aviez déposée contre Christian Daiwel, qui était dans le dossier Chilu Bankende. Donc, où en est-on de ce côté-là? Et deuxièmement, après je me tais. Deuxièmement, vous aviez annoncé que vous iriez au Congo, notamment avec Maître Debeko, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas très bien si vous y êtes allé ou pas, donc je voulais savoir où vous en étiez de ce côté-là.
Merci. Alors, première question. Effectivement, il y a une plainte pénale également pour la famille de Chérubin Okende. Et ces plaintes pourront être jointes. Donc, pour l'administration d'une bonne justice, ces deux plaintes basées sur deux situations différentes, mais visant la même personne à la tête du même service de renseignement, les renseignements militaires, eh bien, la justice belge pourra traiter ces plaintes conjointement. Et nous sommes extrêmement confiants parce que la Belgique est compétente, premièrement, et les crimes sont établis, même reconnus par le commissaire général aux réfugiés, qui, sur base des crimes commis par les responsables de l'ex-DEMIAP, et donc le général-major Ndaiwel à sa tête, il est reconnu réfugié. Et le dossier de reconnaissance du statut de réfugié, nous l'avons déposé entre les mains de la justice belge pour que la justice belge puisse partir de ces éléments-là qui sont reconnus par le commissaire général aux réfugiés. Alors la deuxième question, effectivement, nous devions, avec Maître de Beko, partir au Congo pour assister notre client, à l'époque c'était Salomon Kalonda, qui était détenu depuis de longs mois, de nouveau un prisonnier politique personnel du président Tshisekedi, les fameux PPP, prisonnier politique personnel. Nous avions demandé un visa. L'ambassadeur du Congo nous avait assuré qu'il n'y aurait aucun problème pour que des avocats belges qui font leur travail dans le cadre d'un collectif d'avocats défendant Salomon Kalonda puissent obtenir un visa pour se rendre au Congo et assister à une audience de comparution devant la cour militaire. Et puis, nous avons, au moment où on a été rechercher nos passeports et où le visa devait se trouver dans le passeport, j'ai été appelé par le premier secrétaire, ou le chancelier, je ne sais plus, qui m'a clairement fait comprendre que le visa était refusé. Alors, quand on voit ce qui se passe au Congo depuis lors, peut-être que ce n'est pas plus mal que le visa ait été refusé, parce que si c'est pour se terminer au fond d'une cellule à Kinshasa, quand on voit un régime qui ne recule devant rien, je pense que même les avocats internationaux ne sont pas en sécurité à Kinshasa. En tout cas, toute l'action et tous les événements qui se déroulent depuis lors montrent que un voyage au Congo aurait probablement été très très problématique et très très risqué. Et donc voilà. Pour l'instant, on ne pense pas à demander un nouveau visa, mais ce qui ne nous empêche pas, en tant qu'avocats internationaux, de pouvoir agir depuis la Belgique. Prenez le micro. Oui. Bonjour, Benoît Feld, journaliste à la RTBF. 3 questions pour vous, Monsieur Diongo. Vous avez évoqué la conférence des patriotes. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments de précision avec qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi? Vous avez également parlé des forces du progrès en stipulant qu'elles étaient payées par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez des éléments pour démontrer cette assertion? Et une dernière question concernant votre arrestation au 20 juin 2023. Quel était le motif de cette arrestation? Et puis quand vous dites que c'était sous les ordres du général-major Ndaiwel, est-ce que ça veut dire qu'il était présent ce jour-là? Ou est-ce que vous considérez que c'est sous ses ordres simplement par son statut? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je présente mes excuses à l'opinion publique et à toute la salle. Je te prépare des mentions par rapport à ce que j'ai subi. Quand l'avocat avait commencé à décrire. La conférence des patriotes dont je suggère, je vois que, je ne sais pas si maître, on a donné le texte à tout le monde. Il y a le texte qui est là, ça donne beaucoup plus de détails. Et on peut avoir les textes en ligne ou les textes en support durable. Est-ce que vous avez les textes? On va le distribuer. On va vous les distribuer, vous aurez beaucoup plus de détails. En fait, il n'y a aucun espoir avec M. Tshilombo aujourd'hui. Parce que la question de notre avenir, de notre destin, Maître vous a dit,
Imaginez-vous que depuis 1997, dont j'étais les derniers prisonniers politiques du maréchal Mobutu, de 1997 à ce jour, vous savez combien d'années? Je ne fais que combattre pour la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de défendre une démocratie électorale, une volonté de défendre la Constitution, une volonté de défendre la liberté pour garantir un avenir radieux à notre pays. Et pour ce faire, vous avez autant de catégories de patriotes. Vous allez trouver dans la société civile, vous avez les églises qui défendent la vérité et le peuple congolais. Vous avez le mouvement citoyen. Vous avez les défenseurs des droits de l'homme. Vous avez leurs opposants politiques dont j'ai fait appel à l'unité. C'est-à-dire, nous devons nous pardonner, tourner la page du passé, parce que Tshilombo n'est pas adversaire, c'est l'ennemi du pays, c'est la trahison du pays. Il a choisi la voie de la destruction. Pour les contrer, nous devons nous unir. Le résultat des élections injustifiées, des Sasseni tribales avec Kadima, son cousin à tête, quand il s'est donné 73% pour être président, non élu, parce qu'il n'a jamais été élu. Hein. En 2018, vous avez vu que c'était un accord politique, compromis à l'africaine. Cette fois-ci, c'est Katumbi qui a gagné les élections, ce n'est pas lui. Et tout le monde le sait. La mission finale des observateurs vient de paraître, il n'y a pas 4 jours. Alors, maintenant, lorsqu'il s'est octroyé ce résultat non mérité de plus de 470 députés sur 500, plus de 100 sénateurs 608, tous les gouverneurs, c'est pour qu'on lui facilite la tâche, pas de modifier, mais de changer la constitution pour devenir roi, empereur, président à vie. Alors, cette conférence des patriotes, c'est tous les Congolais patriotes, organisés comme non organisés. La diaspora qui se bat, les opposants politiques. Sans cette conférence des patriotes, il n'y aura pas la cohérence nationale. Et quand il n'y a pas la cohérence nationale, il n'y aura pas la cohésion nationale. Le problème n'est pas d'énumérer X, Y, Z maintenant, mais je donne les catégories. Ce sont des opposants politiques qui vont contrer. Premier objectif, contrer Tshisekedi. Il ne mérite pas le nom de Tshisekedi, excusez-moi. On ne peut pas l'appeler Tshisekedi. Tshilombo, c'est son vrai nom. Contrer Tshilombo à ne pas changer la constitution pour devenir roi du Congo. Il est indigne. Donc, nous n'allons pas le contrer lorsque chacun... C'est une irresponsabilité de ne pas nous unir. Voilà la catégorie des gens qui vont organiser cette conférence des patriotes. Et nous sommes tous au service du peuple congolais. Nous allons nous organiser et vous verrez, cette conférence va se tenir. Les Congolais, à partir d'aujourd'hui, prendront conscience du danger national qui représente Tshilombo. Je vous ai donné un cas de figure. Comment un monsieur dans 5 ans prend 7 milliards de dollars et il n'a pas mis ni dans l'électricité, ni dans l'eau, ni dans les écoles? Rien du tout, mais nous allons payer, nos enfants vont payer. Je vois le peuple congolais sera très révolté. Je vous ai dit que j'ai posé des consultations. Pendant que j'étais au malade de l'hôpital ici, j'ai rencontré beaucoup de Congolais, des journalistes, ainsi de suite. Ils ont voulu. C'est le Congo qui demande ça. S'il fallait vous dire la vérité, c'est les Congolais qui réclament l'unité de toutes les forces pour contrer Tshilombo et les faire partir de l'urgence nationale. La demande nationale, c'est de dégager Tshilombo et ses complices. C'est une demande nationale. C'est même une urgence nationale, s'il vous plaît. Donc voilà la catégorie des gens qui vont participer à cette conférence de patriotes. Et les chronogrammes vous seront communiqués, le lieu, les chronogrammes vous seront communiqués, parce que ce n'est pas moi qui décide. Je suis seulement un simple serviteur qui essaye de démontrer, parce que je suis porteur d'attentes et de revendications.
Maître Alexis, vous avez dit quelque chose. Aujourd'hui, Tshilombo détruit la démocratie. Les combats de son père, il essaie de détruire. Les combats de Lumumba, les combats de son père, qui nous a fait la démocratie. Mais il n'arrivera pas. Même le rêve là, de vouloir changer la constitution, qui va le permettre? Nous avons une base légale de le faire partir. Par des voies constitutionnelles. On va le faire partir. Retenez ça. Les Congolais, nous avons une conscience engagée. Voilà un peu la première partie de la question par rapport... Alors, les forces du progrès. Vous posez la question, mais je sais que vous avez toute la réponse. Moi-même, j'étais victime. Et entrez dans mon tweet, dans mon Twitter, vous allez dans mon compte Twitter, vous allez voir. Mettez ça ma femme, les forces du progrès. Donc vous allez voir, c'est une milice officielle. C'est-à-dire lorsqu'ils arrivent chez toi, ils font même des contrôles pendant la journée, ils bloquent des voitures, ils arrêtent même des militaires. Ils ont un cachot illégal où ils arrêtent des militaires. Le militaire, le policier doit payer des amendes pour sortir. Et personne n'intervient. Pas plus tard que 3-4 jours à Kimbaseki, je peux vous envoyer des images. Ils sont partis casser le bureau de la police et sortir les collègues qui étaient détenus par la police. Et lorsqu'ils opèrent, personne ne les arrête. Voilà le régime. Donc, ce n'est pas un secret. Et d'ailleurs, quand quelqu'un qui ne connaît pas les arrêts, il présente une carte et qui montre qu'il est de Front du Progrès. Et on les laisse partir. Même quand on vient les arrêter, parce que ce sont des voyous, ce sont des badauds, ce sont des délinquants. Ils opèrent avec des machettes. Si vous me donnez votre boîte mail, on va vous envoyer des images, comment ils opèrent. C'est public. Même l'Église catholique avait dénoncé, tous les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé. Non, le Tshilombo a officialisé une milice. On n'a jamais vu ça dans notre pays. Ni à l'époque du maréchal, ni à l'époque de Moussa Kabila, ni à l'époque de Joseph Kabila. Aucun président au Congo n'a légalisé, officialisé une milice de son parti. C'est une milice officielle, légale, payée par le ministère de l'Intérieur. Il y a des éléments qui démontrent qu'ils sont payés. C'est ça ma question. Moi, je suis en train de vous dire, vous avez besoin que je vous donne une carte, la copie d'une carte, une carte qu'il est membre du ministère de l'Intérieur. Je vais vous démontrer. Lorsque un monsieur, je vous donne des exemples. Moi, je vous dis ce qu'on vit au Congo. Faites des enquêtes. Vous êtes un journal d'investigation. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me demander que je vous donne la carte de quelqu'un qui est payé ou il est payé à la banque. Je suis en train de vous dire des éléments vérifiables. Je vous donne le cas de figure. Lorsque moi je suis agressé, avant que je sois agressé, pendant la campagne électorale, je suis candidat président de la République. J'ai désisté en faveur de M. Katumbi. Il y a M. Voima qui est ici, qui est un député honoraire, ancien président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Il n'a jamais perdu les élections chez lui. Depuis 2006, un seul siège dans une section, il n'a jamais perdu. Et là, je dis député provincial, député national. Aujourd'hui, non, il n'est pas élu. Ça dit que, comme le maître vous a dit, sanction politique. Donc, quand nous revenons de la campagne électorale du Bas-Congo, chez lui, où nous a menés avec M. Katumbi, les forces du progrès font ce qu'on appelle les actes de provocation. Ils déchirent les photos des opposants. Et là, chez moi, ils ont déchiré, non loin de ma résidence, là, à la commune de Ngaliema, où je suis, comme un roi là-bas. Excusez-moi, ça dit que j'ai toujours été premier. À Lumumba, j'ai été premier dans les élections. Alors, lorsque la population trouve ça anormal, ils sont partis également faire la vengeance. C'est-à-dire qu'ils sont partis également déchirer les fous des autres membres. Et on a envoyé toute une armée de fonds de profit de 500 personnes. Alors, si les autres avaient commis une infraction, c'était question d'aller en justice. J'avais des gardes-corps de la police, s'il vous plaît. Parce que chaque candidat président avait des gardes-corps. Même si on avait des distance avec des Katumbi, de M. Katumbi, mais nous avions les statuts des candidats présidents, c'est-à-dire tu as des gardes du corps, et d'ailleurs on a eu même des voix d'aller, il y a des gens qui ont voté. Ça c'est politique, mais juridiquement, on est resté candidat jusqu'à la programmation du résultat. On avait ces statuts-là. Mais un candidat président qui a des policiers a été attaqué par les forces du progrès
Pendant 4 heures, personne n'a pu intervenir. Ni l'unité qui m'a donné des gardes du corps, c'est-à-dire l'unité de protection des autorités, ni la justice militaire, ni la justice civile, ni la police de la ville, personne n'intervient. Et ils vous disent, appelez qui vous voulez, personne ne viendra. Ils ont une autorité reconnue que vous ne savez pas. Ils opèrent comme ça. Donc. Et pendant, ils peuvent bloquer, ils peuvent une barrière comme ça, et personne ne passe, ils comptent tous les chauffeurs, comme des roulages. Chez nous, les policiers de la route, on appelle des roulages. Comme des roulages, et aucune personne ne peut les interdire. Donc, ils sont investis d'un pouvoir exorbitant, comme un service public de l'État. C'est une honte pour la République. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Vous avez suivi M. Tshilombo ici, dans un média en France. Il a dit, mais la démocratie, c'est quoi? Un fils Tshisekedi demande la démocratie, c'est quoi? Mais vous ne voyez pas que le monsieur a choisi la voie de la trahison, de la destruction du pays. Et j'avais dit, ce que je dis ici, dans un meeting à Kinshasa, au stade de BKTF, si la municipale, il y a un minimum de 20 000 personnes. J'avais dit que Tshisekedi a trahi la lutte de son père à Kinshasa. Le 18 septembre 2022. Donc, l'histoire de la force du progrès, c'est une milice légalisée, c'est-à-dire qui agit aux yeux de tout le monde, parce que Tshilombo veut terroriser les opposants pour que les opposants n'agissent pas. C'est tout simplement ça. Donc, il faut attaquer les leaders. Vous avez vu quelqu'un dont les forces du progrès, vous avez vu les leaders dont, vous avez vu un cas où les forces du progrès ont été inquiétés? Non. J'avais appelé, les mêmes juges ont déchiré mes photos, avant que ma base réagisse. J'avais appelé le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Mais pourquoi on a fait ça? Essayez d'arrêter ces gens. Je te cite le nom. J'ai appelé Peter Kazadi, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. Peter, voilà ce que les petits ont fait. Parce que moi, je suis le compagnon de Papa Tshisekedi. Les forces du progrès, je les connais, ce sont des petits que je supportais, que j'ai donné de l'argent, que j'ai sorti de la prison. Je peux m'aller très loin. La première fois que j'ai reçu Peter Kazadi dans mon bureau, à l'époque de Papa Tshisekedi, c'est pour donner l'argent pour sortir le chef des forces du progrès en prison à Ndolo, à l'époque. Qui était Jacob Béa. Donc, je vais vous montrer que je connais tout le monde. C'est celui qui était le chef des forces du progrès. Et les forces du progrès à l'époque de Papa Tshisekedi, ce n'était pas une milice comme ça. C'était des combattants qui nous aidaient à distribuer les tracts, à organiser les marches, à protéger les leaders. Mais on lui a donné maintenant une mission antidémocratique. Ça devient une milice politique pour réprimer, pour exploiter, pour faire du tort, pour terroriser. En fait, c'est un appareil de terrorisme. Donc c'est un régime terroriste en fait. Moi je pense que et les partis et Tshisekedi pourraient être qualifiés d'un président terroriste. Voilà un peu un thème de faute de progrès. Voilà. Merci beaucoup. Un instant, tu dis la troisième question quoi? C'était quoi la question? Quand vous dites que vous avez été torturé par l'ex-DEMIAP sous les ordres de M. Ndaïwel, vous le dites parce que c'est en sa qualité de chef de la DEMIAP que vous considérez qu'il est responsable, ou vous l'avez vu présent ce jour-là, et quel était le motif de l'arrestation? Moi, je vous ai dit que, vous savez, nous avons une plainte pénale. Je ne peux pas donner beaucoup de détails en public. C'est une plainte pénale. Les dossiers vont suivre l'instruction. Je vais me passer de l'avocat, mais ce que vous avez noté, c'est que le général Ndaïwel est le nom 1 de la DEMIAP. On ne m'a jamais présenté une convocation. Il n'y a eu aucun document qui émanait de la justice. Il vous a dit d'arrestation arbitraire et enlèvement. Et je l'ai vu personnellement. Je l'ai vu personnellement. Tu ne peux pas être détenu. Et puis, je suis un homme public. D'abord, j'étais détenu en secret. Je n'avais pas droit à avoir mes avocats, même mon médecin, même ma famille. Vous comptez, vous tous, que la DEMIAP ne permet pas de visite. Moi, je suis co-rédacteur de l'actuelle constitution. Je suis comme les monuments, comme on m'appelle au Congo, monument vivant, héros vivant. Je suis co-rédacteur de l'actuelle constitution du pays. Je suis signataire de l'accord global et inclusif qui a mis fin à la guerre. Nous avons mis dans notre constitution, vous ne pouvez être détenu par un OPJ à la police que pendant 48 heures.
Et même au niveau des OPJ, vous avez droit à un avocat. Ça, c'est la Constitution. Mais les citoyens belges, M. Ndayouel, a fait fi de la Constitution. Il m'a détenu irrégulièrement, illégalement, pendant 20 jours. Et pour montrer sa complicité, les jours où on me transfère à la prison de Ndolo, ils ne m'ont pas dit. Mais on m'a fait recevoir au cabinet, au bureau de M. Ndayouel. Vous comprenez, il y a son implication directe, ce n'est pas seulement le fait d'être une autorité hiérarchique. Tout ce qui s'est passé, c'est sous son commandement. Il y a des généraux qui venaient sous son commandement. Il y a des officiers supérieurs qui venaient sous son commandement. On ne peut pas dire tout ce que j'ai subi, mais si vous avez vu un papa de 60 ans en public couler des larmes, tu as vu que Jacques Levert n'a pas accepté. C'était difficile. Merci. Je ne vais pas revenir sur ces cas parce que ce que j'ai subi, c'est dur. Je t'arrêtais pas de Maréchal Mobutu, j'étais le dernier prisonnier politique de Maréchal Mobutu. J'étais le dernier prisonnier politique de Moussa Kabila. Quand on a relégué son père, Kabila m'a arrêté, le père. Avec Joseph Kabila, vous avez vu mes images. On me jugeait, je ne parlais pas. Sous une chaise roulante, avec ambulance, devant la Cour suprême. Mais je ne suis pas en exil. Pour comprendre que la dictature sanguinaire de Tshisekedi, de Chilombo, il est indigne d'être appelé Tshisekedi, excusez-moi. Il est indigne d'être appelé Tshisekedi, de Chilombo, est pire que toutes les dictatures que nous avons connues. Ça, il faut le noter. Je vous remercie. Et donc pour le général-major Ndayouel, effectivement, il s'est exposé dans la plainte pénale. M. Franck Diongo voit que le général Ndayouel est reçu par lui dans les locaux de l'ex-DEMIAP et où clairement le reproche lui est fait de ne pas soutenir le président et de s'opposer au président, parce qu'effectivement, tout au début de la première présidence de Tshisekedi, Franck Diongo, qui est détenu, est libéré et on lui reproche de ne pas soutenir le président, d'autant plus qu'il est le compagnon de route du père Tshisekedi, Étienne Tshisekedi. Et donc il y a ce contact personnel avec le général-major Ndayouel, il y a cette mise au secret et les faits de torture, nous expliquons par le détail dans la plainte, qui ne peuvent pas avoir lieu de cette manière-là avec des hauts gradés de l'ex-DEMIAP qui participent aux faits de torture, qui sont nommés et qui sont nommables, reconnus par mon client, et quand il est transféré, il voit à nouveau le général-major Ndayouel. Donc, tout ce qu'il a subi pendant ces 20 jours de détention au secret, de torture, de tentative d'empoisonnement, eh bien, c'est sous la responsabilité pénale du général-major Ndayouel, de nationalité belge, qui commet donc des crimes en pays étranger, à savoir au Congo. Pasteur Bobo, pour un peu de TV. J'ai deux questions à vous poser. Comme a dit maître Alexis Desval, comment Tshisekedi prend les pouvoirs où vous étiez en prison? C'est lui qui vous a libéré. Et que répondez-vous à ceux qui disent que Franck Diongo c'est un mauvais perdant par rapport aux élections? Et puis par rapport au rassemblement des patriotes, est-ce qu'on pourrait dire que c'est Genval bis? Parce qu'à Genval, les opposants étaient là, réunis autour de M. Étienne Tshisekedi Ouambourba, y compris Félix Tshisekedi et Franck Diongo. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est Genval bis et qui va soutenir financièrement ces mouvements que vous préconisez aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. On va peut-être prendre plusieurs questions. Il y a une question de monsieur aussi. Moi, ce n'est pas une question, c'est vraiment l'ajout où vous faites des remarques pertinentes, dans le sens que je félicite d'abord de cette conférence aujourd'hui. Je me présente, je suis
aussi un réfugié politique, ici en Belgique, ancien collaborateur de Félix Tshisekedi comme conseiller dans cette primature, actuellement par la résistance avec tous mes compatriotes ici dans la diaspora. D'abord, je félicite M. Diongo d'avoir détaillé en général la situation qui prévaut actuellement dans la République dite démocratique du Congo. Je m'en vais tout droit aux amis belges, suivant l'hommage rendu par mon frère Diongo, qui trouve que voilà, la Belgique c'est notre deuxième patrie, ou comment on peut dire, parce que quand nous venons ici pour nous réfugier, on ne va pas ailleurs, on vient directement ici en Belgique. J'ai une voix quand même qui porte. Non, mais c'est pour ceux qui nous suivent en ligne. C'est pour ceux qui nous suivent en ligne. Essayez de ramasser votre intervention. Donc, c'est pour vous dire que la Belgique, pour les amis qui nous assistent aujourd'hui, dans notre expérience, nous disons, nous avons deux Belgiques. Ce n'est pas seulement la Belgique, le monde occidental en général. Nous avons deux France, deux Amériques, deux. Pourquoi deux? Il y a la Belgique officielle qui nous produit des dictateurs au pays et qui soutiennent des régimes sanguinaires dans notre pays. Il y a la Belgique du peuple, où nous trouvons des amis comme vous, qui toutefois quand il y a une assemblée comme ça, où il y a des révélations telles que le camarade Diongo vient de le faire, vous nous assistez. Donc, deux Belgiques. La Belgique officielle, qui accompagne les dictateurs chez nous, et la Belgique du peuple, dont les journalistes que vous êtes, la presse que vous êtes, puisque depuis que nous vivons ici, nous constatons que c'est ça la véritable Belgique. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, nous avons sillonné un peu l'Europe, nous connaissons. C'est pour vous dire que M. Diongo vous a décrit la situation telle que nous la vivons, et surtout à notre ami de la RTBF qui demandait pour savoir qui sont les forces du progrès. Mais c'est ce, bien sûr. Non, la question ne portait pas sur savoir qui sont les forces du progrès, c'est bien identifié. C'était le lien financier entre le ministère de l'Intérieur et les forces du progrès. Ce sont les tontons Makouf comme en Haïti qui, officiellement, on ne les voit pas, hein, mais c'est une milice qui est là et qui est payée. Il y a des vidéos où eux-mêmes se battent pour 80 $. On leur alloue chaque fois à la fin du mois. Et cet argent n'était pas arrivé à temps, et c'est comme ça qu'ils se battaient. Donc c'est pour dire que nous félicitons les organisateurs de la journée, et nous vous présentons nos civilités pour assister à cette... nos civilités pour votre assistance, et continuez toujours à nous soutenir, puisque le Congo de demain demandera à ce qu'il y ait un lien historique entre les fils belges, les vrais, dans la population belge. Nous avons des amis comme nous. Et cette Belgique officielle, quitte à lui de savoir, hein, le monde évolue. Un jour, qu'on va dire peut-être que voilà, on n'a pas besoin de la Belgique officielle de venir nous prodiguer des conseils, puisque ils n'ont fait qu'accompagner les dictateurs dans notre pays. Voilà le peu de mots que j'avais, et je ne vais pas maîtriser pour donner aussi la parole aux autres. Merci. C'est pas la question que monsieur... Oui, Pasteur Bobo, je vais être clair avec vous. Je vois que vous m'avez déjà posé cette question pendant les émissions avec vous, mais par respect à votre personne, je réponds encore. J'ai été arrêté à l'époque de Kabila fils, le 19 décembre 2016, arbitrairement, tout simplement parce que je me suis opposé à ce qu'on modifie la Constitution ou on accorde à Kabila 2 ans. Tous les opposants étaient à la Cinco. J'étais le seul opposant, y compris Chilombo. Ils étaient tous là pour partager le pouvoir avec Kabila.
Je résistais et j'étais arrêté. On m'a envoyé la garde républicaine. Vous avez des vidéos pour ça. J'étais arrêté et c'est comme ça qu'on m'a tabassé, on m'a torturé et j'étais méconnaissable. Vous allez voir des vidéos à l'internet, vous avez vu ça, où on me jugeait, je ne parlais pas. Quelqu'un qui n'est pas... J'étais condamné sans avoir dit un mot. Alors, pendant qu'ils étaient à la Simco, il y a 2 raisons pour ma libération. Si vous comprenez ça. Et que les maladies soient dissipées une fois pour toutes. 1. Il y a un accord de la Simco entre toute la classe politique qu'il fallait que Kabila libère tous les prisonniers politiques emblématiques. Jekoko Mulumba a été libéré par cet accord de la Simco. Mouyambo a été libéré par cet accord. Mais Kabila m'a laissé moi en prison. Ok. Donc, Moïse Katumbi devait revenir de l'exil. Kabila n'a pas voulu. Ça, c'était leur résolution. Alors, Tshilombo arrive au pouvoir. Il exécute la suite de l'accord. Ça, c'est le premier élément sur le plan politique. Sur le plan pouvoir d'un président, tout président de la République, en droit congolais, même aux États-Unis, il peut accorder la grâce à qui il veut. Et c'est comme ça que nous obtiendrons la grâce présidentielle de Tshilombo après, je crois que 2 ans et demi de prison, ou 3 ans de prison, il ne reste que 2 ans. Je n'étais pas condamné à mort que Tshilombo a gracié sans lesquels je pouvais mourir en prison. Ma détention devait prendre fin en 2021. Même sans la grâce de Tshilombo, j'ai participé aux élections. D'ailleurs, pour votre information, au niveau, je crois que mon avocat a vu les dossiers, au niveau de l'union interparlementaire, mon arrestation a été considérée comme arbitraire. Il y a un jugement pour ça. Entrez dans mon site mlp.rdc.org, vous verrez ça. Au niveau des Nations Unies à Genève, mes avocats belges ont déposé une plainte contre l'État congolais et j'ai gagné contre l'État congolais qui montrait que mon arrestation avec Kabila était arbitraire. Et il fallait qu'on me dédommage. Ça ne se termine pas là-bas. À ma sortie de la libération, j'ai introduit une demande de révision à la Cour constitutionnelle. J'ai gagné les procès contre l'État congolais qui montraient que j'avais subi une arrestation arbitraire. Donc, le fait d'être libéré par grâce présidentielle ne pouvait pas anéantir mon engagement du combat pour la démocratie, où j'étais devenu lié en mon avis parce que j'ai eu la grâce présidentielle. C'est comme ça que Tshisekedi tient tout pour me tuer ou me remettre en prison. Et le jour que je suis, l'ordonnance qui nous a libérés, je n'étais pas seul. Il y a Maître Yangambi. Mais pourquoi ne parle pas de Maître Yangambi? Pourquoi les gens du PPRD ne font pas les chantages que Kabila a libéré Jekoko Mulumba? Est-ce que vous avez déjà entendu un kabiliste dire Kabila a libéré Jekoko Mulumba? Mais c'est Kabila qui a libéré Jekoko Mulumba par la grâce présidentielle. Tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? C'est un chantage pour désorienter la population. Vous savez, Papa Tshisekedi m'a enseigné un principe, que rien ne vous influence, ni la famille, ni l'honneur, ni la gloire. Donc Tshisekedi Tshilombo ne pouvait pas m'influencer et que j'abandonne les combats parce que je t'ai libéré, j'ai fermé les yeux. J'ai un devoir moral historique. De tous les opposants au Congo, j'ai rencontré avec Tshisekedi plus de 40 chefs d'État en fonction, plus de 14 chefs d'État ou 15 chefs d'État en fonction. Donc j'ai une responsabilité historique de donner ma contribution pour ramener le pays dans les combats de la démocratie. Nous devons défendre la démocratie constitutionnelle, l'état de droit et défendre la constitution. Tel que Tshilombo cherche à changer la constitution, on l'empêchera, il n'arrivera pas. Donc ça c'est la clarification par rapport à la question de Tshilombo m'a libéré, je suis un ingrat, je dois le soutenir. Non monsieur. Je suis une conscience engagée. Franck Diom est une conscience engagée.
pour la liberté, pour la démocratie. Je suis un combattant des droits de l'homme, un défenseur des droits de l'homme. C'est pour cela, je dois garantir mon engagement pour l'avenir du pays. Ça, c'est la question, la clarification sur est-il le moment libéré. Et puis aussi, les gens qui disent non, Franck Diongo a été le compagnon de Papa Tshisekedi pour qu'il ne soutient pas Félix. Mais Franck Diongo n'est pas quelqu'un qui soutient les gens parce qu'il est de la province de Félix. En 2006, il y a mes frères qui étaient des candidats. Mais nous avons soutenu Jean-Pierre Bemba, je suis nationaliste et patriote. En 2011, j'ai soutenu Papa Tshisekedi, qui était candidat. En 2018, j'étais en prison. En 2023, j'étais candidat moi-même. Mais comme le maître vous a dit, parce que Tshisekedi Tshilombo incarne le désespoir, c'est la mégestion. Dans les textes que je vous ai donnés, vous allez voir les dépassements budgétaires, comme les affaires étrangères. Comment on parle d'un dépassement budgétaire de 401%? Vous allez voir dans le document que je vous ai donné. Donc c'est la mégestion, c'est le désespoir. Donc, vu dans cet anglais-là, je dois défendre la vérité et la démocratie. Ça, il faut noter ça. Alors, la deuxième question, je peux la nommer, comme j'ai nommé, conférence des patriotes, mais si les Congolais trouvent un autre, j'ai donné comme ça, mais ce n'est pas qu'on va l'appeler comme tel. Je n'ai pas créé quelque chose pour faire adorer les gens, non. C'est une idée qui est lancée, c'est un appel en fait. C'est un appel qui est lancé pour qu'on se retrouve, on s'accepte, on pense Congo. Ce n'est pas que la dénomination va rester comme ça, conférence des patriotes, non, mais j'ai quelle autorité pour imposer au Congolais la dénomination? C'est un appel que j'ai lancé, de sorte que, comme doyen, comme volontaire, comme serviteur du peuple congolais, je lance une année pour contrer Tshilombo à ne pas changer la constitution, pour ramener le Congo dans la démocratie, dans l'état de droit, dans la liberté, et relancer l'opposition, parce qu'il a paralysé avec les forces du progrès, il a parlé à la société civile. J'ai parlé des grâces Gloria Senga, qui est détenu entre l'année ou la dernière. Or, Tshilombo, quand il arrive au pouvoir, il a dit qu'il va fermer tous les cachons. Mais à la dernière, vous avez plus de 500 personnes. À la dernière, vous avez plus de 500 personnes. La fille, la Gloria Senga, elle est entre la dernière et la mère. Les forces du progrès ont attaqué Tatiana Osango. Est-ce que tu as eu une plainte? Et tu avais un procès? Une femme connue, tabassée. Non. C'est l'impunité. Voilà le régime que Tshisekedi ne s'est pas battu pour ça. Tout Congolais qui soutient Tshilombo, qu'il soit Kassaye ou pas, a trahi le combat de Papa Tshisekedi. Ce n'est pas pour ça que tu s'est battu. Ce n'est pas pour ça que nous avons fait des prisons. Ce n'est pas pour ça que nous avons servi notre vie. Ça, il faut que vous notiez ça, s'il vous plaît. Pour conclure donc, les Congolais vont donner eux-mêmes. Genval Bis. Je vois, vous n'avez pas compris, je continue encore. Genval Bis était organisé par la volonté de M. Katumbi qui a sauvé l'opposition en fait. Si aujourd'hui, Tshilombo est président, c'est grâce à Katumbi. L'UDPS a eu la vie, c'est grâce à Katumbi. Vous vous rappelez à l'époque du Biza? Nous sommes opposés à l'extension du Biza. Alors, si M. Katumbi a la volonté, où les Congolais peuvent cotiser, là je ne sais pas. Je vous dis que j'ai lancé une idée. Il y a même des initiatives, des tentatives que j'ai vues. Le président Loubaya avec le président Seti, ils ont une initiative. Toutes ces initiatives-là, nous allons nous rassembler parce que nous devons nous unir. Ce que vous devez noter ici, j'ai exprimé un appel, j'ai lancé un appel, l'expression d'une volonté de nous unir pour contrer et dégager Tshilombo. C'est ça qu'il faut comprendre. Les modalités pratiques vont être définies par acquis des droits. Je vous remercie. On va peut-être terminer là-dessus, sur cet appel de M. Franck Diongo. Merci d'être venu assister
à cette conférence de presse et à cet appel de M. Diongo qu'on pourra nommer l'appel du 18 juin de M. Franck Diongo. Merci beaucoup. Les textes de sa déclaration et de son discours sont disponibles ici pour qui. C'est un matricule, est-ce que tu fais un profil Tiens. Alors, je ne vais pas me baser sur une déclaration. Il m'a dit d'abord, c'est moi. Mais les images des exactions, je les connais. Moi, ce qui pose des images, c'est la transaction. Je vais vous le Le nom c'est Benoît. Benoît Fay. D'accord. Alexis. Benoît Fay, RTB. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup, merci. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Taulier Bango.